Alors, notre deuxième conférencier, Dr. François Coutelet. Donc, Dr. Coutelet est médecin, chercheur clinicien. Il est professeur titulaire du département de microbiologie et immunologie de l'Université de Montréal. Il dirige un programme de recherche supporté par l'IRSC, les Instituts de recherche de santé du Canada, et la Société de recherche sur le cancer portant sur les biomarqueurs de l'infection au VPH qui prédisent le développement de lésions précancéreuses et cancéreuses au niveau des voies génitales des femmes et des hommes. Il travaille plus particulièrement sur l'évolution, le diagnostic et le traitement des lésions anogénitales causées par le VPH des hommes et des femmes infectés par le VIH. Donc, Dr. Coutelet, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, après la présentation du Dr. Chambaud, que vous connaissez tout sur le virus du VPH, nous allons expliquer comment on acquiert ce virus et quelles sont les maladies qui peuvent en découler. Plusieurs des données qui vous seront présentées ici découlent des programmes de recherche de notre équipe qui sont à majorité subventionnés par des agences publiques. Je tiens à souligner que j'ai participé à 2 projets de recherche qui ont été subventionnés par l'industrie ainsi que des conférences pour ces programmes de recherche. L'infection au VPH correspond à une pyramide. J'aime bien la décrire comme une pyramide virale de l'ensemble des gens qui sont ou pourraient être infectés par le virus. Seulement qu'une proportion des individus ont une infection actuelle et une proportion encore moindre d'individus vont présenter des lésions qui seront détectables cliniquement. Donc, dans le domaine des papillomavirus, la majorité des individus qui sont infectés n'ont pas de présentation clinique de cette infection et c'est seulement que la pointe de l'iceberg, celle qu'on voit, qui présente des lésions. Évidemment, cette pointe de l'iceberg qu'on craint le plus, c'est celle des cancers. Quels sont les cancers qui sont causés par les VPH? Vous avez des cancers chez les hommes et chez les femmes. C'est un tableau récapitulatif d'une société canadienne sur l'immunisation qui nous révèle, et vous avez ici les taux par population, évidemment, pour que ces chiffres-là veuillent avoir plus de signification. Le cancer du col de l'utérus chez la femme avant le dépistage par les tests PAP arrivait à une fréquence d'à peu près 30 par 100 000. Donc, vous voyez que les cancers ici chez les hommes au niveau du pénis ou au niveau de l'anus ont des taux qui sont relativement faibles. Il faut toujours faire attention aux chiffres. Si on prend le cancer de l'anus, par exemple, et que vous ne choisissez pas d'investiguer les hommes, mais la sous-population des hommes qui ont des relations avec les hommes, à ce moment-là, le taux de cancer est beaucoup plus élevé et atteint même des taux qui correspondaient au cancer du col de l'utérus chez les femmes avant le test de dépistage PAP. Chez les hommes et chez les femmes, une certaine proportion, qu'on estime à peu près au tiers, des cancers de la bouche et de la gorge sont causés par les papillomavirus. Mais notre grand ennemi était et reste toujours le cancer du col de l'utérus, parce que lui, comme le Dr. Steven va vous le mentionner, il y a une portion prévention qui est importante, et 100% de ces cancers sont causés par des types de papillomas. Donc, pas de papillomavirus, pas de cancer du col. Si on réussissait à éliminer ces infections-là, on se débarrasserait de cette maladie. Ce ne sont pas tous les types de papillomas qui peuvent causer le cancer du col. Certains types vont le faire. Le plus important reste le type 16 qui va causer un petit peu plus de la moitié des cas de cancer, suivi du type 18. Et après ça, les cas se répartissent dans une multitude de types qui sont plus rarement impliqués. Mais avant la maladie, comment est-ce qu'on acquiert cette infection? Quel est le profil d'acquisition? Essentiellement, vous avez ici les résultats d'une étude récente américaine qui a étudié le pourcentage de femmes infectées
en fonction de leur âge dans une étude d'une vaste cohorte de femmes américaines. Vous pouvez voir que le pic de détection d'infection, qui atteint près de 50% à une visite des jeunes femmes, a lieu autour de la vingtaine et que par après, cette importance du taux d'infection diminue avec l'âge, comme si notre système immunitaire réussissait à éliminer l'infection. C'est donc autour de ces âges-là qu'on assiste au pic d'exposition à l'infection causée par les papillomas. Pour mieux caractériser cette période où l'infection est maximale, nous avions constitué une cohorte de jeunes étudiantes à Montréal qui ont été suivies pendant 3 ans avec des prélèvements consécutifs au cours du suivi pour détecter la présence de papillomas au niveau des organes génitaux. Près de 25% des jeunes filles étaient infectées dès l'entrée de l'étude, et pour celles qui n'étaient pas infectées, dans le temps, vous avez ici le taux de détection cumulatif des jeunes filles au cours du suivi. Et vous pouvez voir qu'après 3 ans de suivi, 60% étaient infectés par des papillomavirus. Ajouté aux 25% initialement, vous voyez que 85% des jeunes femmes sont infectées par ce virus au cours du début de leur activité sexuelle. Qu'en est-il dans le couple si le virus est acquis chez 80% des femmes? C'est sûrement qu'il vient dans quelque part. Nous avons donc étudié quelle était la place du VPH dans le couple en recrutant des jeunes femmes qui initiaient une relation avec un homme et en recrutant le partenaire également. Et nous avons évalué quel était le taux de détection des différents types de papillomavirus génitaux qui vous sont présentés ici, chez les femmes et chez les hommes qui étaient leurs partenaires. C'était des relations qui étaient dans leurs premiers 6 mois d'activité sexuelle. Or, les femmes étaient faciles à recruter. Les hommes, c'est un peu plus compliqué de faire le prélèvement parce que c'est plus des prélèvements de surface. On utilise entre autres un papier sablé fin. Et ça avait un effet un peu dissuasif pour recruter les hommes. Vous pouvez voir que la répartition des génotypes et l'importance de l'infection étaient très similaires dans les membres du couple. Vous pouvez voir qu'autant d'hommes étaient infectés par les papillomas que les femmes. Et de fait, dans des analyses de différentes études de cohorte que nous avons faites, on a déterminé que les papillomas étaient le virus qui se transmettait le plus facilement par voie sexuelle, beaucoup plus facilement que le VIH ou autre, après 2 relations sexuelles entre un individu infecté et un individu non infecté, il y a transmission. Donc, ça explique des taux de détection si élevés. C'est une transmission qui est très élevée. Qu'est-ce qui augmente mon risque d'être infecté par un papillomavirus? Ce sont principalement des marqueurs d'activité sexuelle. Il y a sûrement transmission non sexuelle de ce virus dans la même étude de couple que je vous ai décrit, en allant échantillonner des cellules de peau sous les ongles de nos participants, on réussissait à détecter du papilloma génital. Donc, il y a différents modes de transmission autres, mais c'est vraiment l'activité sexuelle qui est le facteur d'exposition principal. Donc, le nombre de partenaires, le fait d'avoir des nouveaux partenaires, des partenaires jeunes qui sont plus susceptibles d'être eux-mêmes infectés, vont augmenter votre risque d'acquérir cette infection. Le condom est partiellement protecteur pour différentes raisons, mais les papillomas peuvent infecter des zones qui ne sont pas couvertes par le condom. Donc, c'est définitivement une exposition qui demeure. Et n'oubliez pas que ce n'est pas seulement que le nombre de partenaires que vous avez eu qui est important, mais le nombre de partenaires de votre partenaire est important. Donc, vous, peut-être, vous en avez eu seulement 2, mais si lui en a eu 20, vous en avez eu un petit peu plus que 2. Donc, ce sont des considérations qui sont importantes. Ce sont les facteurs qui vous exposent au VPH. Quels sont les facteurs qui, si vous êtes exposé, vont faire que vous risquez d'être infecté? Il y a la présence d'autres maladies transmises sexuellement peut paver la voie pour augmenter votre susceptibilité à l'infection. Plus une femme est jeune, plus la zone au niveau de son col qui est réceptive au virus est grande, et plus grands sont ses risques d'être infecté si exposé.
Si votre système immunitaire, par différentes maladies ou médicaments ou par une déficience nutritive est diminué, ça augmente votre risque en étant exposé d'être infecté. On a donc une meilleure idée maintenant de l'histoire naturelle de l'infection par les VPH. Nous sommes exposés principalement, les femmes sont exposées, les hommes aussi, par l'activité sexuelle et il y a acquisition de l'infection. Donc, la mauvaise nouvelle que je vous ai dit, c'est que la majorité, et on pense que presque tous les individus sexuellement actifs vont être infectés ou ont été infectés par un VPH au cours de leur vie. La bonne nouvelle, c'est qu'après l'infection, la majorité des individus vont se débarrasser du virus. Donc, 80% des femmes infectées par le virus éradiquent l'infection en 2 ans. Certaines femmes vont être infectées de façon persistante, ce qui va amener un certain dérèglement cellulaire qu'on va appeler des lésions précancéreuses. Ce n'est pas du cancer parce qu'à n'importe quel moment, la patiente peut commencer à réagir contre ces lésions et il y aura régression vers un état normal. Ces lésions précancéreuses, c'est ce qu'on veut dépister quand on fait un test PAP puis qu'on fait des colposcopies, parce que c'est là-dessus qu'on veut intervenir. De par la persistance de ces lésions, si elles ne sont pas traitées ou ne régressent pas, sous l'effet de cofacteurs, le tabagisme, d'autres MTS comme la chlamydia, des facteurs génétiques ou autres, vont faire que ces lésions peuvent progresser jusqu'à devenir invasives, et ça, c'est ce qu'on appelle un cancer. Ça, ce n'est plus réversible et ça doit être traité de différentes façons. Vous avez donc la séquence des événements qui se déroulent avec l'infection papilloma, où très tôt dans la vie sexuelle, la majorité des individus sont infectés par les papillomas. La majorité s'en débarrasse. Les jeunes femmes qui ne se débarrassent pas de l'infection sont à risque de développer des lésions de précancer, mais une dizaine d'années après avoir acquis l'infection. Et ce sont celles-ci qui, ultérieurement, vont être à risque de développer un cancer. Donc, la majorité des individus sont infectés, très peu développent la maladie qu'on craint. C'est donc dire que si une femme a un diagnostic de précancer à 30 ou 35 ans, c'est pas là qu'elle a été exposée, c'est pas son partenaire à ce moment-là qui l'a exposée. C'est ce qui est arrivé ici qui a été déterminant et qui a été l'exposition qui explique l'évolution à ce moment-ci. Que retient-on de l'infection à papilloma? Eh bien, on retient que l'infection génitale à papilloma est très fréquente, sinon presque universelle chez les individus qui sont sexuellement actifs, chez l'homme et chez la femme. Pourquoi la femme a-t-elle été étudiée plus que chez l'homme? Tout simplement parce que le cancer du col était un cancer qui est très important dans la population mondialement, ce qui n'était pas le cas des infections chez l'homme. L'infection est multicentrique, les maladies sont multicentriques, gorge, organes génitaux, chez l'homme et la femme, mais souvent elle est asymptomatique et la majorité des infections sont transitoires. Ce ne sont que les infections persistantes qui peuvent aller jusqu'à créer et causer le cancer, qui est issu de lésions qui sont précancéreuses, qui sont notre cible de traitement et de prévention secondaire. Mais à tout point dans l'évolution avant le cancer, il peut y avoir régression spontanée. Merci beaucoup.